Bonsoir. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage aux confins de notre cosmos. Imaginez une étoile. Elle est si lointaine que sa lumière met près de 1500 ans pour nous atteindre. Comme des millions d'autres étoiles, elle devrait briller d'un éclat constant et prévisible. Pourtant, celle-ci se comporte différemment. Elle s'éteint. Sa luminosité chute soudainement, de manière chaotique et d'une ampleur considérable, comme si quelque chose de gigantesque et d'obscur venait périodiquement la masquer. Qu'est-ce que c'est? Une erreur de données? Un phénomène naturel inconnu? Ou une construction artificielle? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'étoile KIC8 462852, plus connue sous le nom de l'étoile de Tabi. Je vous promets qu'à la fin de cette conférence, vous comprendrez pourquoi ce lointain point lumineux a coupé le souffle à toute la communauté scientifique, la forçant à envisager sérieusement l'existence de mégastructures extraterrestres. Cette histoire relève de la science-fiction, et pourtant, elle est bien réelle. Elle se déroule en ce moment même. Plongeons ensemble dans la plus grande énigme du XXIe siècle. Pour saisir toute l'étrangeté de cette situation, nous devons remonter le temps, en 2009. C'est à ce moment-là que la NASA lança le télescope spatial Kepler. Sa mission était simple et incroyablement ambitieuse. Rechercher des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Kepler ne pouvait pas observer ces planètes directement. Il utilisait à la place la méthode des transits. Imaginez que vous fixiez une ampoule. Si une petite mouche passait devant, la lumière de l'ampoule diminuerait légèrement l'espace d'un instant. Kepler faisait exactement la même chose, mais en visant des centaines de milliers d'étoiles simultanément. Pendant des années, il a scruté sans relâche la même portion du ciel dans la constellation du Cygne, mesurant la moindre variation de luminosité des étoiles. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle en bloque une infime partie de la lumière. Le télescope enregistre alors cette chute de luminosité, périodique et prévisible. C'est ainsi que des milliers de nouveaux mondes furent y découverts. Mais Kepler a amassé une telle quantité de données que les scientifiques ne parvenaient pas à les traiter. Un projet de science participative fut donc lancé, baptisé Planet Hunter, les chasseurs de planètes. N'importe qui pouvait se rendre sur le site, consulter les graphiques de luminosité des étoiles ou courbes de lumière et aider à repérer ces fameuses baisses qui pouvaient signaler la présence de planètes. C'est alors qu'au milieu de centaines de milliers de graphiques ordinaires, des volontaires sont tombés sur quelque chose d'impossible. Une étoile dont la courbe de lumière ne ressemblait à rien de connu. C'était notre héroïne, l'étoile de Tabi. Plongeons ensemble dans l'instant où une soirée de routine pour les bénévoles du projet Chasseurs de planètes est devenue le prélude à l'une des plus grandes énigmes astronomiques de notre époque. Imaginez l'interface du logiciel. Des milliers de graphiques défilent sous vos yeux. Sur l'axe des X, c'est le temps. Sur l'axe des Y, la luminosité de l'étoile. La plupart d'entre eux ne sont que de simples lignes droites avec un léger bruit de fond. Parfois, apparaît un creux soigné et symétrique en forme de U, qui se répète à intervalles réguliers. C'est le signal classique d'une planète en transit. Mais le graphique de l'étoile KIC 846-2852 était différent. Il était sauvage, chaotique. On y distinguait des baisses de luminosité désordonnées, asymétriques, survenant sans aucune périodicité. Le plus frappant, c'était la profondeur de ces creux. Quand une planète de la taille de Jupiter, la plus grande géante de notre système, passe devant une étoile de taille similaire au Soleil, elle ne bloque qu'environ 1% de sa lumière. C'est une chute à peine perceptible. Or, pour l'étoile de Tabi, la luminosité chutait de 15, et dans un cas même de 22%.
Pour vous donner une idée de l'échelle, afin de bloquer 22% de la lumière d'une étoile semblable au Soleil, l'objet devrait avoir une superficie 1000 fois supérieure à celle de Jupiter. Cela ne pouvait pas être une planète, ni même une étoile compagnon, car cela aurait été facilement détecté par d'autres méthodes. Les bénévoles ont commencé à discuter de cet objet étrange sur les forums, attirant l'attention des astronomes professionnels. Parmi eux se trouvait Tabetha Boyajian, post-doctorante à l'université de Yale. C'est d'ailleurs en son honneur que l'étoile sera plus tard nommée l'étoile de Tabby. Au début, comme beaucoup d'autres, elle s'est montrée sceptique. Il s'agissait sûrement d'une erreur de données, d'un artefact instrumental. Le télescope Kepler est un instrument extrêmement complexe et des dysfonctionnements peuvent arriver. Mais après une vérification minutieuse de toutes les données, une revérification de l'étalonnage et une analyse du fonctionnement du télescope lui-même, la conclusion fut sans appel. Les données étaient correctes. L'étoile se comportait bel et bien de cette manière étrange. Ce n'était pas une erreur, c'était la réalité. Et cette réalité ne correspondait à aucun modèle astrophysique connu. La communauté scientifique se retrouvait dans une impasse. Quelque chose d'énorme, de sombre et de forme irrégulière tournait autour de cette étoile lointaine. Et personne n'avait la moindre idée de ce que cela pouvait être. Ce fut le début d'une longue et fascinante enquête. Une fois le choc initial de la confirmation des données digérées, les scientifiques se sont mis à explorer les explications naturelles envisageables. La première idée qui vient à l'esprit est celle du disque protoplanétaire. Tabby's Star serait une étoile très jeune, encore enveloppée par les restes de gaz et de poussière à partir desquels les planètes sont en train de se former. Dans de tels disques, on pourrait trouver des amas de matière très denses qui, en orbitant, provoqueraient des baisses de luminosité. Cette hypothèse semble logique, mais elle souffre d'un défaut rédhibitoire. Les jeunes étoiles entourées de disques de poussière émettent énormément dans l'infrarouge. La poussière absorbe la lumière de l'étoile, chauffe et se met elle-même à rayonner, mais sur des longueurs d'onde plus longues. C'est un peu comme l'asphalte brûlant en été. Vous ne voyez pas la lumière du soleil qu'il a absorbée, mais vous en ressentez la chaleur qu'il réémet. Or, les astronomes ont braqué des télescopes infrarouges, comme Spitzer et Wise, sur Tabby's Star et n'ont détecté aucun excédent de rayonnement infrarouge. L'étoile était parfaitement propre dans cette bande. Cela impliquait l'absence de quantité significative de poussière chaude autour d'elle. L'hypothèse du jeune disque protoplanétaire a donc été écartée. Très bien. Si ce n'est pas un disque, peut-être s'agit-il des conséquences d'une récente catastrophe cosmique? Par exemple, la collision de deux planètes. Un tel événement aurait pu projeter en orbite un nuage massif de débris et de poussière, bloquant ainsi la lumière. Cette idée était également séduisante. Elle expliquait à la fois la grande surface du matériau occultant et sa forme irrégulière. Cependant, là aussi, la déception fut au rendez-vous. Selon les calculs, un tel nuage de débris ne pourrait pas subsister longtemps de manière stable. La gravité de l'étoile et la pression de son rayonnement l'auraient rapidement dispersé. De plus, la poussière fine, inévitablement créée lors d'une telle collision, aurait généré, là encore, un excédent infrarouge que nous n'avons pas observé. Pour expliquer les observations prolongées de Kepler, qui s'étendaient sur 4 ans, il aurait fallu une collision d'une ampleur incroyablement récente et massive, dont les traces auraient dû être visibles. Or, elles ne l'étaient pas. Chaque tentative d'apporter une explication simple et naturelle se heurtait à des incohérences insurmontables avec les données observées. L'énigme ne faisait que s'épaissir. La matière en orbite autour de l'étoile était froide, ce qui éliminait la majorité des scénarios impliquant de la poussière, et elle occupait pourtant une surface gigantesque. Les scientifiques étaient à court d'idées, et c'est précisément à ce moment que l'hypothèse la plus audacieuse et la plus provocatrice de toutes fit son entrée en scène.
Lorsque les modèles astrophysiques standards butent sur des impasses, il devient parfois nécessaire de sortir des sentiers battus. C'est précisément l'approche qu'a adoptée l'astronome Jason Wright de l'Université d'État de Pennsylvanie. Lui et ses collègues examinaient les données du télescope Kepler, mais avec un objectif totalement différent: la recherche de technosignatures. Autrement dit, des preuves d'activité laissées par des civilisations extraterrestres. Et lorsqu'ils ont analysé la courbe de lumière de l'étoile de Tabi, ils ont réalisé qu'elle ressemblait étrangement à ce que l'on pourrait attendre d'une mégastructure extraterrestre. C'est ainsi qu'est née la théorie la plus célèbre concernant cette étoile. L'idée centrale est la suivante: une civilisation hautement développée, parvenue à un certain niveau technologique, ferait inévitablement face à une crise énergétique. Leurs besoins augmenteraient de manière exponentielle et les ressources de leur planète natale ne suffiraient plus. L'étape logique serait alors de commencer à exploiter l'énergie de leur propre étoile, et ce, directement. Dès les années 60, le physicien Freeman Dyson avait émis l'hypothèse qu'une telle civilisation pourrait bâtir une construction gigantesque autour de son étoile, capable de capter la majorité de son rayonnement. Il pourrait s'agir d'une coquille solide, connue sous le nom de sphère de Dyson, ou, ce qui est plus réaliste d'un point de vue de l'ingénierie, d'une myriade de satellites et de collecteurs individuels en orbite que l'on appelle un essaim de Dyson. Un tel essaim, composé de milliers de panneaux gigantesques, pourrait justement expliquer les étranges baisses de luminosité observées pour l'étoile de Tabi. Des structures individuelles de grande taille ou des groupes denses de collecteurs passant devant l'étoile provoqueraient ces chutes de lumière profondes et asymétriques. Le caractère chaotique et l'absence de périodicité seraient bien justifiés par la dynamique orbitale complexe de ces multiples objets. Cette hypothèse, bien que fantastique en apparence, présentait un avantage majeur. Elle expliquait avec élégance les caractéristiques clés de la courbe lumineuse, là où les explications naturelles restaient impuissantes. Jason Wright a publié un article suggérant prudemment que l'étoile de Tabi méritait d'être considérée comme un candidat sérieux dans la recherche d'une intelligence extraterrestre. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe médiatique. Les gros titres des journaux et des sites d'information du monde entier ont explosé avec des mentions de l'étoile des extraterrestres. L'histoire a rapidement dépassé les limites de la communauté scientifique, captivant l'imagination de millions de personnes. C'était un de ces rares moments où des scientifiques reconnus discutaient très sérieusement de la possibilité de détecter des traces d'activité alienne. L'hypothèse d'une mégastructure extraterrestre était certes passionnante, mais en science, les affirmations les plus extraordinaires exigent les preuves les plus solides. La première étape consistait donc à soumettre cette théorie à l'épreuve des faits. Le principal argument qui s'opposait à cette idée était le même que celui qui avait réfuté l'hypothèse du disque protoplanétaire: le manque de rayonnement infrarouge. Toute structure conçue pour capter de l'énergie, selon les lois de la thermodynamique, ne peut pas utiliser 100% de cette énergie. Une partie est inéluctablement perdue sous forme de chaleur. Un essaim de Dyson gigantesque, absorbant jusqu'à 20% de la lumière de l'étoile, aurait dû s'échauffer considérablement, se transformant en une puissante source de rayonnement infrarouge. Il aurait même brillé dans l'infrarouge plus intensément que l'étoile elle-même. Or, comme nous l'avons déjà établi, les observations n'ont rien révélé de tel. Ce fut un coup très dur porté à la théorie. Les partisans de l'hypothèse ont bien sûr tenté de trouver des échappatoires. Ils ont par exemple avancé qu'une civilisation avancée aurait pu trouver des moyens inconnus pour dissiper l'excès de chaleur, violant ainsi les lois de la physique connues. Mais cela déplaçait la discussion du domaine scientifique vers celui de la pure fantaisie. Une autre possibilité était que la mégastructure était encore en cours de construction,
ces éléments étant trop froids pour émettre de la chaleur. Mais, même cela, ne parvenait pas à résoudre le problème complètement. C'est alors que l'Institut SETI, l'organisation dédiée à la recherche d'intelligence extraterrestre, est entrée en jeu. Si une civilisation avancée existait réellement autour de l'étoile de Tabi, elle utiliserait potentiellement la communication radio. Les scientifiques ont braqué sur l'étoile de puissants radiotélescopes, tels que le télescope de Green Bank et l'Allen Telescope Array, et ont commencé à écouter l'éther à la recherche de signaux artificiels. Ils ont scanné des millions de canaux radio, espérant capter quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un message ciblé ou d'une simple fuite de leurs émissions télévisuelles locales. Le résultat fut, disons-le, prévisible. Un silence complet. Aucun signal qui aurait pu être distingué du bruit cosmique naturel n'a été détecté. Bien sûr, cela ne prouve pas l'absence d'une civilisation. Elle pourrait utiliser d'autres moyens de communication, comme des lasers, ou simplement avoir choisi de rester silencieuse. Néanmoins, l'absence simultanée de signatures thermiques et de signatures radio rendait l'hypothèse de la mégastructure hautement improbable. Elle restait une idée séduisante et stimulante pour l'imagination, mais les preuves scientifiques témoignaient contre elle. L'enquête devait dès lors se recentrer sur la recherche d'explications naturelles, même si elles étaient très exotiques. Une fois l'excitation autour des extraterrestres retombée, les astronomes se sont concentrés sur des idées plus pragmatiques, bien que toujours d'une ampleur considérable. L'une des principales hypothèses, dite naturelle, était celle de l'essaim géant de comètes. Les comètes, ce sont essentiellement de grosses boules de neige sale, faites de glace, de roches et de poussière. Lorsqu'elles s'approchent d'une étoile, la chaleur de celle-ci fait s'évaporer la glace, créant une énorme enveloppe de gaz et de poussière autour de la comète, la fameuse chevelure ou coma, ainsi que sa queue caractéristique. L'élément crucial est que les comètes et leur queue sont principalement composées de matière froide, qui n'émet pas beaucoup de rayonnement infrarouge. Cela résolvait le problème majeur auquel les autres théories faisaient face. Alors, et si, au lieu d'une ou deux, c'était un essaim géant composé de milliers, voire de millions de comètes qui orbitaient autour de l'étoile de Tabi? Si un groupe aussi dense passait entre nous et l'étoile, il pourrait effectivement masquer une partie significative de sa lumière. De plus, les comètes ayant une forme irrégulière et étant entourées de nuages de gaz et de poussière, cela expliquait parfaitement la forme asymétrique et chaotique des baisses de luminosité. Cette hypothèse, proposée par Tabetha Boyajian elle-même et son équipe dans leur premier article scientifique, semblait tout à fait plausible. Mais elle n'était pas exempte de difficultés. Premièrement, l'échelle. Pour justifier une chute de luminosité de 22%, l'essaim de comètes devait être d'une taille vraiment colossale. Il faudrait imaginer le passage d'une structure équivalente à un nuage d'ourte entier, mais beaucoup plus dense. D'où cet essaim pouvait-il provenir? Peut-être qu'une perturbation gravitationnelle, causée par le passage rapproché d'une autre étoile, avait arraché une quantité massive de comètes de leurs orbites lointaines et les avait précipitées vers le centre du système. Un tel événement est théoriquement possible, mais il reste extrêmement rare. Deuxièmement, le problème de la synchronisation. Pour créer une seule baisse de luminosité massive, toutes ces comètes auraient dû suivre des orbites elliptiques très similaires et très étirées, et arriver à l'étoile presque simultanément. Maintenir un groupe aussi dense sur une longue période est très difficile. Les interactions gravitationnelles les auraient rapidement dispersés sur des trajectoires différentes. Malgré ces difficultés, l'hypothèse des comètes est restée l'une des plus populaires pendant longtemps. Elle expliquait bien l'absence de chaleur et la forme irrégulière des occultations. Elle exigeait des coïncidences improbables, mais après tout, l'espace est le théâtre d'événements parfois invraisemblables. Les scientifiques ont continué à observer l'étoile
espérant obtenir de nouvelles données qui pourraient soit confirmer, soit réfuter cette théorie élégante, mais encore incomplète. Tandis que les scientifiques se déchiraient sur les hypothèses des comètes et des mégastructures, de nouvelles informations, encore plus déconcertantes, ont fait surface. L'astronome Bradley Schaeffer a eu l'idée de vérifier si l'étoile de Tabby n'avait pas déjà eu un comportement étrange par le passé. Il a plongé dans les archives de l'Observatoire de Harvard, là où sont conservées les plaques photographiques en verre, des clichés du ciel étoilé datant de la fin du XIXe siècle. C'est un travail de fourmi d'analyser ces vieilles données non numériques. Mais ce que Schaeffer a découvert a provoqué une nouvelle onde de choc. L'analyse a révélé que sur une période de 100 ans, entre 1890 et 1989, l'étoile de Tabby avait perdu sa luminosité de manière progressive et constante. La chute globale atteignait environ 20%. C'était un phénomène totalement inédit. Les baisses de luminosité courtes et brutales enregistrées par Kepler étaient une chose, mais cette extinction lente et séculaire en était une autre. Cette découverte a remis en question la quasi-totalité des théories établies. Un gigantesque essaim de comètes ne pouvait pas expliquer un changement aussi durable et progressif. Soit les comètes seraient passées, soit elles seraient tombées sur l'étoile, mais elles n'auraient pas pu rester en orbite pendant un siècle, bloquant progressivement de plus en plus de lumière. L'hypothèse d'une collision planétaire ne tenait pas non plus, car le nuage de débris se serait dissipé depuis longtemps. Même l'hypothèse de la mégastructure extraterrestre rencontrait des difficultés. Il aurait fallu supposer qu'une civilisation ait entamé une construction massive il y a 100 ans, et que nous soyons en train d'observer l'ajout progressif de nouveaux panneaux occultant leur étoile. Cela semblait être une coïncidence trop forcée. Les travaux de Schaeffer ont déclenché un débat houleux dans la communauté scientifique. Certains critiques soulignaient la complexité de l'analyse des vieilles plaques photo, arguant que les variations dans les télescopes, les émulsions et les méthodes de traitement sur 100 ans auraient pu créer un faux effet d'assombrissement graduel. Néanmoins, des analyses ultérieures et plus précises, basées sur des données numériques issues d'autres télescopes au XXIe siècle, l'ont confirmé. L'étoile continue bel et bien de s'assombrir. En plus de cette tendance séculaire, elle avait perdu environ 3% de luminosité supplémentaire durant les 4 années d'observation de Kepler. La question était désormais double. Nous avions d'un côté des chutes de luminosité rapides, profondes et chaotiques. Et de l'autre, une baisse lente, presque linéaire, qui s'étalait sur au moins un siècle. Toute théorie crédible devait pouvoir expliquer ces deux phénomènes simultanément. Cela rendait la tâche quasi impossible et forçait les scientifiques à explorer des idées encore plus exotiques et non conventionnelles. L'émergence des données sur l'assombrissement séculaire a fait basculer le centre d'intérêt des chercheurs vers la poussière. Mais attention, pas celle qui est en orbite autour de l'étoile, non. Celle qui se trouve entre nous et elle. La poussière interstellaire. L'idée de la poussière interstellaire fut l'une des premières propositions, mais elle fut rapidement écartée. La raison ? Un nuage de poussière interstellaire standard ne pouvait pas expliquer les baisses de luminosité rapides et abruptes que le télescope Kepler avait observées. Un tel nuage serait immense et diffus, et son passage devant l'étoile provoquerait une variation de luminosité très lente et progressive. Cependant, les nouvelles données ont forcé les scientifiques à revenir à cette hypothèse et à la repenser. Et si cette poussière n'était pas standard ? Et si elle possédait une structure complexe, en agrégat ? Imaginez non pas un brouillard uniforme, mais quelque chose ressemblant à du gruyère ou à une éponge, fait d'amas denses et de grandes poches de vide. Si un tel nuage hétérogène dérivait dans l'espace entre nous et l'étoile de Tabby, son mouvement pourrait expliquer les deux types d'occultation. La lente baisse séculaire de luminosité serait le résultat du fait que notre système solaire
et l'étoile de Tabby entre progressivement dans une région plus dense de ce nuage. Quant aux baisses rapides et abruptes, elles seraient causées par le passage, devant l'étoile, de grumeaux individuels très denses et compacts au sein de ce même nuage. Cette hypothèse, connue sous le nom de modèle de l'échumos poussière interstellaire grumeleuse, résolvait élégamment de nombreux problèmes. Elle n'exigeait aucun matériel en orbite autour de l'étoile elle-même, ce qui éliminait la question de l'absence de rayonnement infrarouge. La poussière dans l'espace interstellaire est en effet extrêmement froide. Elle pouvait ainsi expliquer à la fois la tendance à long terme et les événements à court terme. Mais comme toute autre théorie, elle avait ses points faibles. Premièrement, il faudrait que nous ayons une chance incroyable pour qu'un nuage de poussière, aussi inhabituel et structuré, se trouve précisément sur notre ligne de visée vers cette étoile spécifique. Deuxièmement, la vitesse de déplacement de ce nuage devrait être ajustée avec une grande précision pour correspondre au schéma d'observation. Troisièmement, la nature même de la poussière restait en question. La poussière interstellaire typique est constituée de particules extrêmement fines, de la taille de particules de fumée. Or, une telle poussière absorbe et diffuse la lumière bleue plus fortement que la lumière rouge. Cela signifie que lorsque l'étoile s'assombrit, elle devrait apparaître plus rouge. Ce phénomène est appelé le rougissement interstellaire, et les astronomes le connaissent bien. Les premières analyses de la couleur de l'étoile de Tabby lors des occultations n'ont pas donné de réponse définitive, laissant cette hypothèse en suspens. C'était l'une des meilleures candidates, mais il lui manquait encore la preuve irréfutable. Pendant que les théoriciens se perdaient en conjectures, les observateurs, eux, ne sont pas restés les bras croisés. Après la fin de la mission Kepler, l'étoile de Tabby a disparu de son champ d'observation. S'en est suivi un calme plat qui a grandement inquiété les astronomes. Et si le plus intéressant s'était déjà produit? Et si nous avions manqué notre seule chance de percer ce mystère? Tabeta Boyajian et ses collègues comprenaient qu'ils ne devaient absolument pas perdre cet objet de vue. Ils ont donc lancé une campagne sur la plateforme de financement participatif Kickstarter afin de collecter des fonds pour un suivi permanent de l'étoile à l'aide de télescopes terrestres. La campagne a connu un succès phénoménal, recueillant plus de 100 000 $. Ce financement a permis de réserver du temps d'observation sur le réseau mondial de télescopes du Las Cumbres Observatory. Désormais, à la moindre baisse de luminosité, les astronomes du monde entier étaient prêts à pointer immédiatement leurs instruments pour étudier l'événement dans ses moindres détails. Et l'attente fut récompensée. En mai 2017, après une interruption de près de 2 ans, l'étoile de Tabby s'est remise à clignoter. Une nouvelle chute de luminosité, tant attendue, a débuté. Les astronomes ont baptisé cet événement LZ, en référence à l'abréviation LC, Light Curve, qui désigne la courbe de lumière. Pour la première fois, les scientifiques avaient eu la possibilité d'observer cet assombrissement en temps réel, mobilisant tout l'arsenal de l'astronomie moderne. Des télescopes du monde entier ont été braqués sur ce point unique de la constellation du Cygne. Les chercheurs ont mesuré non seulement la luminosité totale, mais aussi celle dans différents filtres de couleurs, bleu, rouge et infrarouge. Et ces observations ont livré des résultats absolument cruciaux. Il a été établi de manière univoque que l'étoile ne faiblissait pas de la même manière selon les couleurs. La lumière bleue était bloquée bien plus fortement que la lumière rouge. L'étoile a bel et bien rougi durant cet événement. Cet effet, comme nous l'avons déjà évoqué, est la signature classique de la poussière. Ce fut une découverte capitale. Elle permettait d'écarter quasi totalement l'hypothèse de la mégastructure extraterrestre. Tout objet solide et opaque, qu'il s'agisse d'un panneau solaire ou d'un vaisseau spatial, aurait occulté toutes les couleurs de manière uniforme.
Même les comètes, composées principalement de glace d'eau, ne pouvaient produire un effet chromatique d'une telle intensité. Les données indiquaient sans ambiguïté que le coupable était un nuage de poussière, composé de particules de taille inférieure au micron. C'était un immense pas en avant. Le mystère n'était pas encore résolu, mais le cercle des suspects s'était soudainement réduit. Désormais, la question clé n'était plus « qu'est-ce que c'est ?», mais bien « d'où vient cette poussière et pourquoi se comporte-t-elle d'une manière si étrange ?» Nous savons donc qu'il s'agit de poussière. Mais de quelle poussière parle-t-on? Et où se trouve-t-elle exactement? De nouvelles données sur le rougissement de l'étoile, observées lors des épisodes d'assombrissement, ont permis aux scientifiques non seulement de confirmer la nature pulvérulente de l'objet, mais également de poser des limites précises à sa composition. L'observation selon laquelle la lumière bleue est bloquée plus efficacement que la lumière rouge indique que ces particules de poussière sont extrêmement fines, mesurant moins d'1 micron de diamètre. C'est infiniment plus petit qu'un simple grain de sable. On les comparerait plutôt à des particules de fumée ou de suie. De surcroît, l'analyse de la courbe de lumière lors de l'événement dit LC, ainsi que des assombrissements ultérieurs, a révélé que le nuage de poussière n'était pas uniforme. Il présente une structure complexe et filamenteuse. Ceci est venu appuyer l'idée d'une nature hétérogène du matériau occultant. Désormais, une image plus nette se dessine. Autour de l'étoile de Tabi, ou sur notre ligne de visée vers elle, se trouve un immense et très dilué nuage de poussière ultra fine, présentant une structure hétérogène et fragmentée. Ce modèle a été baptisé « poussière circumstellaire ». Celui-ci stipule que la poussière est bien en orbite autour de l'astre et non pas simplement dans l'espace interstellaire. Cependant, cela nous confronte à nouveau à l'énigme initiale. Pourquoi cette poussière ne se réchauffe-t-elle pas? Et pourquoi n'émet-elle pas de lumière dans le spectre infrarouge? La réponse pourrait se trouver dans la géométrie de l'orbite. Si la poussière ne suit pas une trajectoire circulaire, mais une orbite elliptique et très étirée, elle passe la majeure partie de son temps à l'écart de l'étoile, dans le froid. Elle ne se rapproche de l'astre que pour un court laps de temps, provoquant l'occultation, avant de repartir vers les confins glacés du cosmos. Durant ce bref passage à proximité de l'étoile, elle n'a pas le temps de s'échauffer de manière significative. Ce modèle de la poussière en orbite excentrique est aujourd'hui l'un des scénarios privilégiés. Ce modèle parvient à expliquer la nature des assombrissements, la poussière, leur caractère irrégulier, l'orbite allongée et l'absence de rayonnement thermique, la poussière restant froide la plupart du temps. Mais il laisse en suspens la question fondamentale. Quelle est l'origine de cette poussière? Qu'est-ce qui a bien pu créer un nuage aussi gigantesque et l'injecter sur une orbite si particulière? Parmi les scénarios envisagés, on trouve la destruction d'une planète ou d'un groupe d'astéroïdes sous l'effet des forces de marée de l'étoile, ou encore les séquelles d'une collision entre deux corps au sein du système. Cependant, aucun de ces scénarios ne parvient à expliquer l'intégralité des observations, notamment la diminution séculaire de la luminosité. Le mystère de l'étoile de Tabi a donc évolué. De la question initiale, de quoi s'agit-il, nous sommes passés à quelle est la source de cette poussière? Et cette nouvelle énigme s'est avérée tout aussi complexe. Penchons-nous plus en détail sur l'un des scénarios les plus intrigants pour expliquer l'origine de cette mystérieuse poussière. La désintégration des exocomètes. Nous avons déjà abordé l'hypothèse de l'essaim de comètes, mais elle se heurtait à un problème d'échelle. Et si, au lieu d'un simple essaim, il s'agissait des restes d'une ou de plusieurs comètes gigantesques qui se seraient approchées trop près de l'étoile, au point d'être déchiquetées par sa gravité? Ce phénomène, connu sous le nom de rupture par effet de marée, est bien connu des astronomes.
Nous l'avons d'ailleurs observé dans notre propre système solaire lorsque la comète Shoemaker-Levy 9 fut démembrée par la gravité de Jupiter en 1992, ses fragments s'écrasant ensuite sur la planète géante. Si un événement similaire s'est produit autour de l'étoile de Tabi, il aurait pu créer un nuage d'éclats, de glace et de poussière, très allongé et orbitant sur une trajectoire extrêmement excentrique. Un tel nuage, passant devant l'étoile, pourrait très bien provoquer les assombrissements que nous observons. Ce modèle présente plusieurs avantages. Premièrement, il justifie l'orbite étirée du matériau, ce qui résout du même coup le problème de l'absence de rayonnement infrarouge. Deuxièmement, il peut rendre compte de la structure complexe des courbes de lumière. Les différents fragments de la comète désintégrée bloqueraient la lumière de diverses manières. Troisièmement, cela explique la présence de fines poussières générées lorsque la glace s'évapore sous l'effet du rayonnement stellaire. Mais cette hypothèse a aussi ses bémols. Le principal écueil réside dans l'assombrissement séculaire à long terme. Il est difficile d'imaginer comment un seul événement de rupture par effet de marée pourrait entraîner une baisse progressive de la luminosité sur une période de 100 ans. Avec le temps, ce nuage de débris devrait soit s'écraser sur l'étoile, soit être éjecté du système, soit se répartir plus uniformément sur son orbite, au lieu de continuer à bloquer de plus en plus de lumière. Certains scientifiques suggèrent que nous pourrions observer non pas les conséquences d'une seule rupture, mais d'une série entière de ces désintégrations, ou encore un processus en cascade très complexe où les débris d'une première comète entrent en collision les uns avec les autres, générant de nouvelles vagues de poussière. Cela rend le modèle plus complexe, mais aussi plus malléable. Nous sommes peut-être les témoins d'une période unique dans la vie de ce système stellaire, caractérisé par un bombardement intense de l'étoile centrale par les restes de corps glacés provenant de ses confins. C'est une image belle et dynamique, mais qui reste une hypothèse nécessitant des confirmations supplémentaires. L'étude de la composition chimique de cette poussière lors des prochains assombrissements pourrait éclaircir la question. Si nous détections des traces d'eau ou d'autres composés volatiles dans le spectre de l'étoile, cela constituerait un argument de poids en faveur de la nature cométaire de ce matériau mystérieux. Reprenons notre idée sur la poussière, mais abordons-la d'un point de vue différent. Et si cette poussière n'était pas venue de l'extérieur, comme les comètes, mais était née au sein même du système stellaire à la suite d'une catastrophe? Imaginez deux planètes, ou une planète et un astéroïde massif qui ont suivi des orbites stables pendant des millions d'années. Puis, suite à des perturbations gravitationnelles, peut-être causées par une étoile compagne invisible, leurs trajectoires se sont modifiées et croisées. Il s'ensuit une collision gigantesque. L'énergie libérée par un tel impact serait colossale, suffisante pour pulvériser les deux corps et projeter en orbite une quantité phénoménale de débris, allant des gros astéroïdes à la poussière la plus fine. Ce nuage de débris, en tournant autour de l'étoile, pourrait être la cause des assombrissements observés. Cette théorie, tout comme l'hypothèse cométaire, présente des arguments solides. Elle explique aisément la quantité massive de matière nécessaire pour bloquer 22% de la lumière. La collision de deux planètes de type terrestre suffirait à produire ces débris. Elle justifie également la forme irrégulière des assombrissements, car un tel nuage serait intrinsèquement hétérogène au départ. Cependant, nous nous heurtons ici au même problème récurrent. Premièrement, la chaleur. Juste après la collision, les débris seraient extrêmement chauds et émettraient un puissant signal infrarouge qui s'estomperait avec le temps. Or, nous n'observons pas ce signal. On pourrait contourner cet obstacle en supposant que la collision s'est déroulée il y a très longtemps et que les débris ont eu le temps de refroidir. Mais cela nous amène à la seconde difficulté, la dynamique. Avec le temps, la gravité de l'étoile et les collisions mutuelles auraient dû réduire les gros fragments en poussière plus fine
et la pression de la lumière stellaire, ainsi que le vent stellaire, auraient progressivement balayé cette poussière hors du système. Le nuage aurait dû se dissiper. Pour qu'il persiste aussi longtemps et provoque les événements que nous observons aujourd'hui, des conditions initiales très spécifiques sont requises. De plus, à l'instar de l'hypothèse cométaire, le scénario de collision planétaire n'explique pas bien la baisse de luminosité séculaire. Il peut justifier l'apparition ponctuelle d'une grande quantité de poussière, mais pas son accumulation progressive dans notre ligne de mire sur une période d'un siècle. Peut-être n'observons-nous pas une seule grande collision, mais plutôt une série de chocs plus modestes au sein d'une ceinture d'astéroïdes denses, une sorte de réaction en chaîne. Mais encore une fois, cela complique le modèle et le rend moins plausible. Le scénario de la catastrophe planétaire demeure une option possible, mais ce n'est pas la solution idéale. Il explique, comme les autres, une partie du mystère, mais en laisse une autre sans réponse. Examinons maintenant une autre hypothèse, plutôt exotique mais physiquement plausible. Et si le problème ne venait pas d'un objet en orbite, mais de l'étoile elle-même? L'étoile de Tabby est une étoile de classe spectrale F, ce qui signifie qu'elle est légèrement plus grande, plus chaude et plus brillante que notre Soleil. Habituellement, ce type d'étoile est considéré comme très stable. Mais que se passe-t-il si nous sommes en présence d'un processus que nous ignorons, se déroulant soit à l'intérieur de l'étoile, soit à sa surface, et qui provoquerait ces étranges baisses de luminosité? Certes, certains types d'étoiles variables présentent des cycles d'activité complexes, mais aucun des modèles connus ne correspond au comportement de l'étoile de Tabby. Ces obscurcissements sont beaucoup trop profonds et chaotiques. L'astronome Brian Metzger et ses collègues ont proposé un modèle fascinant lié à l'absorption d'une planète par l'étoile elle-même. Imaginez, dans ce système, une planète en orbite très proche aurait lentement spiralé vers l'étoile pour finalement être dévorée. Un tel événement augmenterait temporairement la brillance de l'étoile, puis, au fur et à mesure que les matériaux planétaires se déposent et se mélangent à l'intérieur, sa luminosité pourrait commencer à chuter progressivement. En théorie, cela pourrait expliquer l'obscurcissement séculaire à long terme. Mais qu'en est-il des chutes rapides? Le modèle suggère qu'une partie du matériel de la planète absorbée aurait pu être éjectée en retour en orbite, formant ainsi un nuage de gaz et de poussière. Cependant, ce scénario nécessite une coïncidence extrêmement précise de multiples facteurs et n'explique pas entièrement toutes les subtilités de la courbe de lumière. Une autre hypothèse interne est liée au champ magnétique. Notre Soleil subit des cycles d'activité associés à son champ magnétique qui donnent lieu à l'apparition de taches solaires. Les taches sont des régions plus froides et plus sombres à la surface, et lorsqu'elles sont nombreuses, la luminosité globale du Soleil diminue légèrement. Et si l'étoile de Tabby était le théâtre de processus magnétiques si extrêmes qu'il créerait des taches stellaires gigantesques, couvrant jusqu'à 20% de sa surface? Cela expliquerait la baisse de luminosité sans avoir besoin d'invoquer des objets externes. Cette idée se heurte toutefois à de sérieuses difficultés. Premièrement, des taches aussi gigantesques n'ont jamais été observées sur des étoiles de ce type. Deuxièmement, les taches sont généralement associées à un champ magnétique puissant et à une forte activité dans le domaine des rayons X, ce qui n'est pas le cas pour l'étoile de Tabby. Troisièmement, les taches tournent avec l'étoile, ce qui devrait produire des signaux périodiques. Or, les obscurcissements de Tabby sont chaotiques. Les hypothèses liées au processus interne de l'étoile semblent donc, pour l'instant, moins probables que les théories impliquant du matériel circumstellaire, mais nous ne pouvons pas les écarter complètement. Il est possible que nous soyons en présence d'un type de variabilité stellaire totalement nouveau et inconnu. Parmi la multitude de théories existantes, certaines se situent à la frontière entre les explications naturelles et les scénarios artificiels.
L'une d'elles est l'idée d'une ingénierie stellaire, non pas pour collecter de l'énergie, mais à d'autres fins. Par exemple, pour gérer les déchets. Une civilisation avancée, ayant prospéré pendant des millions d'années, ferait inévitablement face à un problème d'accumulation de détritus, y compris des déchets radioactifs. L'une des méthodes les plus efficaces, bien que technologiquement redoutable, pour s'en débarrasser définitivement, serait de les précipiter dans son étoile. Pour cela, des conteneurs spécialisés ou des vaisseaux de transport seraient utilisés pour acheminer les déchets jusqu'à l'astre. Si une telle civilisation pratique systématiquement ce recyclage stellaire, nous pourrions observer le passage de ces flux de transport devant l'étoile. Cette hypothèse pourrait expliquer certaines anomalies. Par exemple, si les vaisseaux conteneurs sont de tailles variées et suivent des trajectoires différentes, cela justifierait l'irrégularité et la profondeur variable des occultations observées. Mais cette idée, tout comme l'hypothèse de la sphère de Dyson, bute sur le problème de l'absence de tout autre signal. On ne capte ni émissions radio, ni traces thermiques provenant des moteurs de ces vaisseaux hypothétiques. En outre, l'échelle du problème est encore une fois stupéfiante. Pour bloquer 22% de la lumière d'une étoile, il faudrait une flotte de vaisseaux gigantesques, comparables en taille à de petites planètes. Pourquoi construire des structures aussi massives pour transporter des déchets? Cela s'apparente à une extravagance d'ingénierie. Une autre variante de la mégastructure, intentionnelle, ne serait pas la collecte d'énergie, mais par exemple la création d'ombres. Peut-être qu'une civilisation essaie de protéger sa planète du rayonnement excessif de son étoile, qui devient potentiellement trop brillante à un certain stade de son évolution. Il pourrait construire un pare-soleil géant ou une série d'écrans en orbite. Cette idée explique également la présence de grands objets opaques, mais se heurte, là encore, à l'absence d'autres technosignatures et à l'ampleur colossale requise. Ces hypothèses sont fascinantes en tant qu'expérience de pensée, mais elles n'ont aucune confirmation observationnelle en dehors de la courbe de lumière elle-même. En science, le principe du rasoir d'Occam est de mise. Il ne faut pas invoquer de nouvelles entités sans nécessité absolue. Et tant qu'il existe ne serait-ce qu'une faible possibilité d'expliquer le phénomène par des causes naturelles, même extrêmement rares, l'hypothèse de l'intelligence extraterrestre restera au second plan. Elle est belle, elle est excitante, mais elle nécessite des preuves bien plus solides qu'un simple graphique de luminosité étrange. Pour résoudre ce mystère, les astronomes ont voulu déterminer si l'étoile de Tabby était un cas absolument unique, ou si d'autres étoiles clignotantes, similaires, existaient dans l'univers. Si ce phénomène était rare mais naturel, la statistique suggérait que d'autres exemples devaient exister. Une recherche à grande échelle analogue de l'étoile de Tabby a donc été lancée, exploitant les données de divers télescopes. Les scientifiques ont développé des algorithmes sophistiqués pour passer au crible les courbes de lumière de millions d'étoiles, à la recherche de baisses de luminosité profondes et irrégulières similaires. Et, effectivement, de telles étoiles ont été découvertes. Elles étaient peu nombreuses, une vingtaine environ. Ces objets ont reçu le surnom officieux de étoiles clignotantes ou de obscurcisseurs. L'étude de ces analogues a fourni des informations cruciales. Il est apparu que la majorité d'entre elles étaient de jeunes étoiles, encore entourées de disques protoplanétaires. Leur comportement étrange s'expliquait par la présence d'amas denses de gaz et de poussière dans ces disques. Contrairement à Tabby, ces étoiles présentaient un fort excès de rayonnement infrarouge, ce qui trahissait la présence du disque. Cela confirmait que l'étoile de Tabby n'était pas une jeune étoile. Mais d'autres types d'objets figuraient également parmi les analogues trouvés. Par exemple, l'étoile HP IC 2339, qui montrait aussi des obscurcissements irréguliers. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un système binaire
où l'une des étoiles était entourée d'un disque qui masquait périodiquement la seconde. D'autres étoiles encore voyaient leur luminosité chuter en raison du passage d'une exoplanète géante dotée d'un système d'anneaux colossaux, bien plus imposants que ceux de Saturne. Bien que chacune de ces découvertes fût intéressante à sa manière, aucun des objets trouvés ne constituait une réplique exacte de l'étoile de Tabby. Tous présentaient soit un excès de rayonnement infrarouge, soit ils faisaient partie d'un système double, soit leurs obscurcissements n'étaient à des pas aussi profonds et chaotiques. La recherche d'analogues a révélé l'existence d'une véritable ménagerie de mécanismes cosmiques capables de provoquer d'étranges variations de luminosité. Mais elle a surtout souligné l'unicité persistante de l'étoile de Tabby. Elle restait la seule en son genre. Une vieille étoile solitaire, sans aucun signe de disque de poussière, qui manifestait à la fois des baisses de luminosité rapides et des assombrissements séculaires. Cela signifiait que soit nous observions un phénomène extrêmement rare se produisant une fois tous les millions d'années, soit que nous n'avions toujours pas saisi certains aspects fondamentaux de la physique stellaire ou du milieu circumstellaire. La quête continue, et peut-être qu'un jour, les données des télescopes révéleront son véritable jumeau, permettant enfin de percer cette énigme cosmique. L'une des plus grandes lacunes dans notre compréhension de l'étoile de Tabby a longtemps été le manque d'informations concernant l'existence d'un possible compagnon. De nombreuses bizarreries dans le comportement stellaire s'expliquent par la présence d'une seconde étoile dans le système. L'influence gravitationnelle d'un compagnon peut déstabiliser les orbites de planètes ou de comètes, provoquant des catastrophes et générant ainsi des nuages de poussière. L'étoile de Tabby pourrait-elle avoir un satellite discret que nous n'aurions tout simplement pas détecté? Les astronomes ont alors mené des recherches méticuleuses. Ils ont mobilisé les télescopes les plus puissants, comme ceux de l'observatoire Keck à Hawaï, et ont eu recours à des méthodes spéciales telles que l'optique adaptative. Cette technologie permet de compenser les distorsions atmosphériques terrestres afin d'obtenir des images ultra nettes. Et la recherche fut couronnée de succès. À environ 885 unités astronomiques de l'étoile de Tabby, une faible naine rouge a été découverte. L'unité astronomique étant la distance Terre-Soleil, ce compagnon est extrêmement éloigné. Il se situe environ 20 fois plus loin de Tabby que Neptune ne l'est de notre Soleil. Cette découverte était capitale. La présence d'un compagnon, même à une si grande distance, pouvait potentiellement détenir la clé de l'énigme. Sa gravité pourrait périodiquement secouer le nuage d'Oort de l'étoile de Tabby, cet amas hypothétique de corps glacés situés aux confins du système. Une telle perturbation pourrait diriger vers l'étoile centrale un véritable flux de comètes, ce qui nous ramenait directement à l'hypothèse cométaire. Celle-ci disposait désormais d'un mécanisme physique concret. Cependant, des recherches ultérieures sont venues quelque peu tempérer cet enthousiasme. Premièrement, la distance entre les deux étoiles est immense. Pour que la gravité de la naine rouge puisse avoir une influence significative sur les régions internes du système de Tabby, son orbite devrait être très spécifique. Deuxièmement, les calculs ont montré que même si ce compagnon était bien à l'origine d'une averse de comètes, de tels événements devraient être extrêmement rares, se produisant seulement une fois toutes les dizaines ou centaines de milliers d'années. Il faudrait avoir une chance incroyable pour observer précisément un tel moment. De plus, comme nous nous en souvenons, l'hypothèse cométaire explique toujours mal l'assombrissement séculaire. Ainsi, bien que la découverte de l'étoile compagnon ait ajouté un détail important au tableau général, elle n'a pas été la solution miracle capable de résoudre tous les problèmes. Elle a fourni un mécanisme possible pour l'un des scénarios, mais elle n'en a pas fait la seule explication valable. Le mystère demeure, mais nous savons désormais que l'étoile de Tabby n'est pas seule dans son voyage à travers la galaxie, et que son lointain satellite pourrait être le coupable indirect des phénomènes étranges que nous observons.
Revenons au fait le plus solide et le plus incontestable dont nous disposons, la nature du matériau occultant et de la poussière. Nous le savons grâce à l'effet de rougissement de l'étoile. Mais que se passe-t-il si cette poussière ne provient ni de comètes, ni d'une collision planétaire? Il existe une autre source, moins évidente. L'étoile elle-même. Certains types d'étoiles, notamment à des stades avancés de leur évolution, peuvent éjecter de la matière depuis leur surface. Cependant, l'étoile de Tabi est une étoile de la séquence principale, tout comme notre Soleil, et ce comportement n'est pas typique pour elle. Mais il y a un mécanisme plus subtil. Et si l'étoile de Tabi possédait un champ magnétique puissant interagissant avec un disque de gaz et de poussière que nous ne voyons pas directement? Une telle interaction pourrait créer des structures complexes, des pièges à poussière, où les particules s'accumuleraient en amas denses. Ces amas, en orbitant avec le disque, pourraient être la cause des occultations. Ce modèle est intéressant, car il pourrait expliquer la structure d'occultation complexe et récurrente, bien que non strictement périodique. Néanmoins, cela nécessite l'existence d'un disque que nous ne détectons pas dans l'infrarouge. Il est possible que ce disque soit composé de gaz très froid et contienne très peu de poussière, sauf précisément aux endroits où elle s'accumule dans les pièges. Une autre idée, encore plus spéculative, implique ce que l'on appelle les planètes interstellaires ou planètes errantes. Ce sont des corps qui ont été éjectés de leur système d'origine et qui errent aujourd'hui dans l'espace. Et si une telle planète orpheline, enveloppée d'un nuage dense de poussière et de débris, peut-être les restes de son expulsion, était passée par hasard entre nous et l'étoile de Tabi? Cet événement serait certes extrêmement rare, mais il pourrait expliquer une occultation unique, longue et complexe. Cependant, cela n'explique ni les baisses répétées enregistrées par Kepler, ni le déclin de luminosité séculaire. Chaque nouvelle hypothèse, en tentant de résoudre un problème, en crée un autre. Il est possible que la bonne réponse ne réside pas dans une seule théorie, mais dans la combinaison de plusieurs facteurs. Par exemple, l'existence d'une étoile compagne aurait provoqué une pluie de comètes, lesquelles, en se désintégrant, auraient créé un nuage de poussière interagissant ensuite avec le champ magnétique de l'étoile. Un modèle aussi complexe et multicomposant peut certes expliquer plus de détails, mais il est extrêmement difficile à vérifier. Il devient trop souple, on peut l'ajuster pour qu'il corresponde à n'importe quelle donnée. Or, la science aspire à des explications simples et élégantes. Et pour l'instant, aucune explication de ce type n'a été trouvée pour l'étoile de Tabi. Après que les données d'observation de 2017 eurent confirmé la nature poussiéreuse des baisses de luminosité, les scientifiques attendaient avec impatience de nouveaux événements pour les étudier plus en détail. Et l'étoile de Tabi n'a pas tardé à se manifester. En 2018, puis les années suivantes, plusieurs nouvelles séries d'occultations ont été enregistrées. Chaque nouvel événement a permis d'affiner les propriétés de cette poussière mystérieuse. Les observations ont confirmé que les baisses de luminosité ne se produisent pas de manière aléatoire, mais plutôt par groupe ou par saison. Il y a eu des périodes d'activité où plusieurs chutes de luminosité se succédaient, suivies par de longues périodes de calme. Cela pourrait indiquer que le nuage de poussière n'est pas homogène, mais qu'il est constitué de plusieurs agrégats distincts circulant sur la même orbite. Lorsque ce groupe d'agrégats passe devant l'étoile, nous observons une saison d'occultation. L'analyse des couleurs lors de ces nouveaux événements a révélé des résultats encore plus intrigants. Il s'avère que toute la poussière n'est pas identique. Certaines occultations étaient causées par des nuages de poussière très fines, comme nous le savons déjà, et elles bloquent plus fortement la lumière bleue que la lumière rouge. Mais d'autres chutes de luminosité étaient grises, ce qui signifie que toutes les couleurs étaient bloquées de manière à peu près égale. Ceci indique que, dans ces cas, nous avons affaire à des particules de poussière plus grosses, mesurant plusieurs microns, voire davantage.
Cette découverte a rendu le tableau encore plus complexe. Il nous faut désormais expliquer la présence d'au moins deux populations de poussières distinctes, l'une composée de très fines particules et l'autre de particules plus grandes. D'où proviennent-elles? Il est possible que la poussière fine soit le résultat de l'évaporation de la glace des comètes sous l'effet de la lumière stellaire, et que les particules plus grosses soient à la fois les débris solides restant après la destruction de ces comètes. Ou peut-être observons-nous différentes étapes de l'évolution du nuage de poussière. Au fil du temps, les grosses particules s'entrechoquent, se fragmentent et se transforment en poussière fine. Ces nouvelles données ont rendu l'hypothèse purement cométaire plus séduisante, car elle est capable d'expliquer la présence de ces différents types de particules. Cependant, le problème du voile séculaire, l'assombrissement à long terme, est toujours là. Aucun de ces nouveaux faits n'a apporté de réponse simple à la question de savoir pourquoi l'étoile s'estompe lentement depuis plus de 100 ans. L'énigme de l'étoile de Tabi est comme un oignon. En enlevant une couche, on en découvre une autre, encore plus complexe. Chaque nouvelle observation, tout en répondant à une question, en soulève deux nouvelles. Penchons-nous sur l'aspect le plus mystérieux de cette histoire, la baisse de luminosité séculaire. Ce phénomène, découvert par Bradley Schaeffer, reste le plus difficile à expliquer. Si cette diminution est réelle, cela signifie que la quantité de matière bloquant la lumière de l'étoile augmente constamment depuis au moins un siècle. Mais d'où provient cette matière? Une première hypothèse suggère que nous n'observons pas une accumulation de poussière, mais plutôt un processus interne à l'étoile elle-même. Par exemple, elle pourrait traverser un long cycle d'activité, entraînant une lente diminution de sa luminosité. Cependant, nous n'avons pas de modèle prédisant un tel comportement pour une étoile de type F. De plus, l'analyse spectrale de l'étoile ne révèle aucune anomalie qui signalerait des processus inhabituels dans ses profondeurs. Si la poussière est bel et bien la coupable, alors sa source doit être constante et très productive. Pourrions-nous être en train d'observer la lente destruction d'une planète entière? Si une planète s'était approchée trop près et avait franchi ce qu'on appelle la limite de Roche, les forces de marée de l'étoile commenceraient à l'éroder. Ce processus pourrait perdurer longtemps, injectant constamment de nouvelles portions de débris et de poussière en orbite. Un tel scénario devrait toutefois s'accompagner d'un puissant rayonnement infrarouge émis par cette poussière chauffée, un rayonnement que nous n'observons pas. Une autre hypothèse nous ramène au nuage interstellaire. Et si ce n'était pas un simple nuage, mais plutôt la frontière entre deux régions du milieu interstellaire de densité différente, que l'étoile de Tabi serait en train de traverser? Cette explication est élégante, mais elle repose sur une trop grande coïncidence. Pourquoi cette étoile précise, que nous observons avec tant d'attention, se trouverait-elle dans un endroit aussi unique? Récemment, une autre idée intéressante, bien que spéculative, a émergé. Et si l'étoile de Tabi n'avait pas avalé une planète, mais plutôt son étoile compagnon dans le passé? Ces événements, appelés fusions stellaires, se produisent dans l'espace. La fusion crée une étoile unique, plus massive, entourée d'un disque de matière éjectée. Avec le temps, cette étoile peut se stabiliser et le disque peut se refroidir au point de devenir invisible dans l'infrarouge. Le lent assombrissement séculaire pourrait être le lointain écho de cet ancien cataclysme, et les baisses rapides le résultat du passage de grumeaux denses dans ce disque résiduel. Cette théorie peut expliquer de nombreux aspects, mais elle reste, elle aussi, une simple conjecture. La vérité est qu'à ce jour, la communauté scientifique n'a pas de consensus sur la cause de cet assombrissement séculaire. Cela demeure la plus grande lacune dans notre compréhension de cet étonnant système. Il est temps de faire le point, de dresser un bilan intermédiaire et de récapituler tout ce que nous savons et ce que nous ignorons sur l'étoile de Tabi. Que savons-nous avec certitude?
Premièrement, l'étoile présente bel et bien deux types de comportements anormaux. D'une part, des baisses de luminosité rapides, irrégulières et très prononcées, et d'autre part, une diminution de luminosité plus lente et séculaire. Deuxièmement, nous savons qu'au moins les baisses rapides sont causées par le passage d'un nuage de poussière devant l'étoile. Ceci est confirmé par l'analyse des changements de couleur de l'étoile lors des occultations. Troisièmement, cette poussière est composée de particules de différentes tailles. Il y a la poussière très fine qui diffuse la lumière bleue et des particules plus grosses qui bloquent toutes les couleurs de manière uniforme. Quatrièmement, il n'y a pas de quantité significative de poussière chaude autour de l'étoile, ce qui écarte les scénarios impliquant un jeune disque protoplanétaire ou une collision planétaire récente. Cinquièmement, nous savons que l'étoile a un compagnon éloigné, une naine rouge. Abordons maintenant ce que nous ignorons. La question centrale est: quelle est la source de cette poussière? Aucune des hypothèses actuelles, qu'il s'agisse d'un essaim de comète, de la destruction d'une planète ou des vestiges d'une ancienne fusion stellaire, ne peut expliquer intégralement et sans contradiction l'ensemble des faits observés. Le phénomène d'assombrissement séculaire reste particulièrement difficile à élucider. Nous ne savons pas si cette poussière est en orbite autour de l'étoile ou si elle se trouve dans l'espace interstellaire entre elle et nous. La majorité des données penchent pour une origine circumstellaire, mais même cette hypothèse soulève des problèmes. Nous ne comprenons pas la géométrie exacte ni la dynamique du nuage de poussière. Pourquoi présente-t-il une structure si complexe et pourquoi les occultations semblent-elles se produire par saison? Et bien sûr, nous ne pouvons pas exclure à 100% les hypothèses les plus exotiques. Bien que l'idée d'une mégastructure extraterrestre semble hautement improbable en raison de l'absence de chaleur excessive et de signaux radio, certains scientifiques nous invitent à ne pas l'écarter totalement tant qu'une explication naturelle, convaincante n'a pas été trouvée. L'étoile de Tabi est l'illustration parfaite de la manière dont fonctionne la science. Ce n'est pas un recueil de réponses toutes faites, mais un processus continu de questions et de recherche de preuves. Cette étoile a défié nos conceptions établies sur le comportement des systèmes stellaires, nous obligeant à envisager les idées les plus audacieuses et inattendues. L'enquête se poursuit. Quelles sont les prochaines étapes que les scientifiques prévoient d'entreprendre pour percer enfin le mystère de l'étoile de Tabi? La surveillance continue reste l'axe principal. Grâce au succès d'une campagne de financement participatif et à l'intérêt manifesté par les grands observatoires, l'étoile est désormais sous surveillance constante. Chaque nouvel assombrissement représente une occasion inestimable de recueillir davantage de données. Les astronomes prévoient d'utiliser des instruments plus sophistiqués pour analyser la lumière de l'étoile pendant ces événements. La spectroscopie à haute résolution est particulièrement cruciale. Cette méthode permet de décomposer la lumière de l'étoile en ses couleurs constitutives, tel un prisme, et de repérer dans ce spectre les lignes d'absorption sombre. Lorsqu'un nuage de poussière passe devant l'étoile, le gaz qui pourrait y être associé laisse dans le spectre ses empreintes digitales uniques. Si l'on détecte des lignes correspondant, par exemple, à de la vapeur d'eau ou à d'autres substances volatiles, cela constituerait un argument de poids en faveur de l'hypothèse cométaire. Inversement, si l'on trouve des traces de silicates ou de métaux, cela pointerait vers la destruction d'une planète rocheuse ou d'astéroïdes. Une autre piste d'étude essentielle est la polarimétrie. Normalement, la lumière émise par l'étoile n'est pas polarisée, ce qui signifie que ces ondes électromagnétiques vibrent dans toutes les directions. Mais lorsque cette lumière est diffusée par des particules de poussière, elle peut devenir partiellement polarisée. Mesurer le degré et l'orientation de cette polarisation permettrait d'en savoir beaucoup sur la forme, la taille et l'orientation des grains de poussière. Ceci aidera à élaborer un modèle plus précis de ce nuage mystérieux. Bien entendu,
la recherche de technosignatures sera maintenue. Même si les chances sont minces, l'Institut SETI et d'autres organisations continueront d'écouter périodiquement l'étoile de Tabi dans les domaines radio et optique. C'est un cas où un résultat négatif est aussi un résultat, mais l'espoir de faire la découverte du siècle subsiste toujours. Enfin, les scientifiques vont continuer à rechercher d'autres étoiles présentant un comportement similaire. Avec le lancement de nouveaux télescopes d'études, comme le futur observatoire Vera-Rubin, qui scannera l'intégralité du ciel tous les quelques jours, nous aurons l'occasion de découvrir toute une population de tels objets. En étudiant leurs propriétés communes, nous pourrons déterminer si l'étoile de Tabi est une bizarrerie unique ou le représentant d'une nouvelle classe de phénomènes astronomiques jusqu'alors inconnus. L'avenir de cette recherche s'annonce passionnant. Fantasions un instant. Imaginons que nous soyons capables d'envoyer une sonde d'exploration vers l'étoile de Tabi. Bien sûr, avec nos technologies actuelles, un tel voyage prendrait des dizaines de milliers d'années, mais il s'agit là d'une expérience de pensée fascinante. Qu'observerions-nous en approchant de ce système énigmatique? Si l'hypothèse des comètes est la bonne, nous serions confrontés à un spectacle d'une échelle inimaginable. Un essaim gigantesque et étiré de milliers de blocs de glace, chacun entouré d'une nébuleuse brumeuse et laissant derrière lui des queues de gaz et de poussière. Tel un fleuve, cet essaim s'écoulerait sur son orbite, l'étoile elle-même se cachant par intermittence derrière ces icebergs cosmiques qui défileraient devant elle. Ce serait un spectacle majestueux et chaotique, rappelant la puissance brute et originelle du cosmos. Si, au contraire, le scénario de la catastrophe planétaire était avéré, la vision serait tout autre, bien plus sombre. Nous verrions l'étoile ceinturée d'un anneau de débris de toute taille, allant des astéroïdes géants, vestiges d'une ancienne croûte planétaire, à la poussière la plus fine. Un véritable cimetière cosmique, monument silencieux à une tragédie ancienne. L'orbite serait saturée d'objets en collision constante, engendrant de nouvelles lueurs et de nouveaux nuages de poussière. Et si, contre toute attente, l'hypothèse de la mégastructure était la bonne? En approchant du système, nous ne remarquerions rien initialement. Mais ensuite, à mesure que nous nous rapprocherions, de gigantesques silhouettes sombres commenceraient à se dessiner sur le fond de l'étoile. Il ne s'agirait pas d'objets naturels, mais de constructions de formes géométriques parfaites, des panneaux immenses, de la taille de continents, tournant lentement sur leur orbite afin de toujours faire face à l'étoile. Des flux de transport circuleraient entre elles. Et quelque part, dans l'ombre de ces géants, sur l'une des planètes, existerait une civilisation ayant résolu l'un des défis d'ingénierie les plus ardus de l'univers. Ce tableau est, bien sûr, le plus improbable. Pourtant, c'est celui qui captive le plus notre imagination et nous force à scruter encore et toujours ce lointain point lumineux. L'étoile de Tabi nous rappelle à quel point notre connaissance de l'univers est limitée. Elle démontre qu'au-delà de notre monde confortable, il pourrait exister des phénomènes que nous sommes pour l'instant incapables même d'imaginer. Et c'est là toute la beauté de la science, cette quête sans fin de réponses aux questions les plus complexes. L'histoire de l'étoile de Tabi n'est pas qu'une simple énigme scientifique. C'est surtout un merveilleux exemple de la manière dont la science a évolué au XXIe siècle. Auparavant, les découvertes astronomiques étaient réservées aux professionnels œuvrant dans les grands observatoires. Aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques et à Internet, n'importe qui peut apporter sa pierre à l'édifice scientifique. Ce sont d'ailleurs des scientifiques râlés citoyens, les bénévoles du projet Planet Hunter, qui ont été les premiers à remarquer le comportement étrange de cette étoile. Ces volontaires n'étaient pas des astronomes professionnels. C'étaient des gens ordinaires, des enseignants, des ingénieurs, des mères au foyer qui consacraient leur temps libre à éplucher les données, à la recherche de la moindre anomalie.
Leur curiosité et leur sens de l'observation ont permis de réaliser l'une des découvertes les plus intrigantes de ces dernières décennies. Ce cas a démontré l'immense puissance du crowdsourcing et de l'intelligence collective en sciences. L'œil et le cerveau humain sont toujours capables de repérer des anomalies et des schémas qui échappent facilement aux algorithmes automatiques. Et ce n'est pas tout. Lorsque les astronomes professionnels ont eu besoin de fonds pour poursuivre leurs observations, ils ne se sont pas tournés vers les subventions gouvernementales. Ils ont fait appel directement au public via la plateforme Kickstarter. Des milliers de personnes à travers le monde ont soutenu ce projet, donnant leur argent pour aider à résoudre ce mystère cosmique. Cela témoigne de l'intérêt profond de la société pour la science fondamentale, surtout lorsqu'elle est présentée de manière captivante et accessible. L'histoire de l'étoile de Tabi a littéralement rallié les gens. Chercheurs professionnels, astronomes amateurs, programmeurs, auteurs de science-fiction et simples curieux du monde entier ont suivi les nouvelles, débattu des théories sur les forums et les réseaux sociaux et partagé leurs hypothèses. Cette étoile est devenue une affaire véritablement populaire. Elle a effacé les frontières entre la science et le grand public, prouvant que les grandes découvertes peuvent être le fruit d'un effort collectif. C'est peut-être là l'héritage le plus crucial de cette énigme, quelle que soit sa résolution finale. L'étoile de Tabi a inspiré une nouvelle génération à s'intéresser au cosmos, et elle a montré que chacun d'entre nous peut prendre part à cette immense aventure qu'est la quête scientifique. Penchons-nous sur la dimension psychologique de cette histoire. Pourquoi l'énigme de l'étoile de Tabi a-t-elle captivé notre imagination à ce point? Pourquoi l'information concernant cette étoile extraterrestre a-t-elle fait le tour du monde si rapidement? La réponse réside dans notre désir profond et viscéral de ne pas être seul dans l'univers. L'idée d'autres civilisations intelligentes passionne l'humanité depuis la nuit des temps. Elle imprègne nos mythes, nos légendes et bien sûr, la science-fiction. Mais jusqu'à présent, nous n'avions jamais eu de candidat réel et observable pour abriter une intelligence extraterrestre. L'étoile de Tabi nous a donné cet espoir, même s'il fut bref. Elle a transformé la question abstraite « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» en une interrogation concrète « Que se passe-t-il exactement là-bas dans la constellation du Cygne ?» Il ne s'agissait pas d'une énième photo floue de Mars ou d'un signal radio sujet à caution. C'étaient des données solides et vérifiées, issues d'instruments scientifiques parmi les plus fiables, dont la première explication la plus simple semblait être, justement, l'action d'une intelligence. Cela a provoqué chez beaucoup ce que l'on pourrait appeler un véritable frisson cosmique, un mélange d'émerveillement, de curiosité et d'une légère appréhension face à l'inconnu. Même lorsque les données ultérieures ont rendu l'hypothèse extraterrestre moins probable, l'intérêt pour cette étoile ne s'est pas éteint. C'est parce que l'histoire s'est révélée bien plus complexe et passionnante qu'un simple « oui, ce sont des aliens » ou « non, ce n'en sont pas ». Elle s'est transformée en une enquête scientifique palpitante où chaque indice se heurtait à un contre-indice et où chaque résolution soulevait un nouveau mystère. En tant que spectateurs, nous avons eu la chance de suivre le travail des chercheurs en temps réel, leurs débats, leurs éclairs de génie, leurs déceptions et leurs nouvelles découvertes. Cela a rendu la science vivante, profondément humaine. Nous avons réalisé que les scientifiques n'ont pas réponse à tout, qu'ils peuvent de se tromper et même avancer des hypothèses audacieuses, voire presque folles. L'étoile de Tabi a nourri notre besoin non seulement de merveilleux, mais aussi notre soif de connaissance. Elle nous a révélé la beauté de la méthode scientifique et nous a forcés à réfléchir à notre place dans le cosmos. Et même si la solution finale réside dans un phénomène exotique, mais parfaitement naturel, ce voyage vers la réponse aura déjà largement valu le coup. Parlons de la place qu'occupe l'étoile de Tabi dans le contexte plus large de la recherche de vie dans l'univers.
Traditionnellement, cette quête, que nous appelons astrobiologie, se concentre sur la recherche de planètes similaires à la Terre, celles situées dans les fameuses zones habitables. Ce sont les régions autour des étoiles où la présence d'eau liquide à la surface d'une planète est possible. Nous y recherchons des biosignatures, des traces chimiques dans l'atmosphère de ces planètes qui pourraient témoigner de la vie, comme l'oxygène ou le méthane. Il s'agit en fait de la recherche d'une vie qui nous ressemble. Le projet SETI, quant à lui, traque les technosignatures, des signaux radio à bande étroite ou des impulsions laser qui pourraient être des messages artificiels. C'est la recherche d'une intelligence qui souhaite être découverte. L'étoile de Tabi a ouvert une troisième voie, totalement inédite. Elle nous a forcés à envisager la recherche, non pas de messages, mais des traces d'activité d'une civilisation qui ne cherche pas à communiquer avec nous, mais qui vit simplement sa vie. C'est ce que l'on pourrait appeler l'archéologie cosmique ou l'ingénierie stellaire. Au lieu d'écouter, nous pouvons commencer à observer, traquer des anomalies qui ne correspondent pas au modèle naturel. Il ne s'agit pas seulement des sphères de Dyson, mais d'autres bizarreries. Une composition chimique atmosphérique inhabituelle, signalant une pollution industrielle, un éclairage artificiel sur la face nocturne d'une exoplanète, ou, bien sûr, des transits aussi étranges que ceux observés autour de l'étoile de Tabi. Cette approche élargit considérablement notre champ de recherche. Une civilisation peut exister pendant des millions d'années, mais la période durant laquelle elle utilise activement la radio pourrait être très brève. En revanche, les traces de son activité d'ingénierie, surtout si elle atteint une échelle planétaire ou stellaire, peuvent perdurer beaucoup plus longtemps. Même si l'étoile de Tabi se révèle n'être qu'un phénomène naturel, elle a déjà joué son rôle. Elle a servi de catalyseur pour une nouvelle orientation du SETI. Les scientifiques ont commencé à rechercher plus systématiquement de telles anomalies dans les données astronomiques. Des projets ont été lancés, comme Vanishing et Appearing Sources During a Century of Observations, ou VASCO, dont le but est de repérer les objets qui ont soudainement apparu ou disparu du ciel au cours des 70 dernières années. Il est possible que d'autres objets impossibles, que personne n'a simplement remarqués, se cachent dans les vieilles archives. Ainsi, grâce à cette étoile lointaine et étrange, notre arsenal dans la quête de nos frères intelligents est devenu bien plus riche et diversifié. Lorsque nous évoquons l'étoile de Tabi, il est essentiel de saisir l'échelle absolument colossale à laquelle se joue ce mystère. Elle se situe à environ 1470 années-lumière de la Terre. Cela signifie que la lumière que nous analysons aujourd'hui a quitté l'étoile alors que la Terre traversait encore le haut Moyen Âge. Tout ce que nous observons est un fantôme du passé. Les événements qui ont provoqué les baisses de luminosité enregistrées par Kepler entre 2011 et 2013 se sont en réalité déroulés au VIe siècle de notre ère. Et le lent assombrissement séculaire, amorcé selon nos observations à la fin du XIXe siècle, a véritablement commencé vers le Ve siècle. Ceci confère une dimension philosophique particulière à toute cette énigme. Nous sommes les spectateurs passifs d'un très vieux film. Nous ne pouvons ni interagir avec les événements, ni poser une question et attendre une réponse immédiate. Même si nous envoyions un message radio vers l'étoile de Tabi à la vitesse de la lumière, la réponse, si elle existait, ne nous parviendrait que dans 3000 ans. Cette distance rend certaines hypothèses d'autant plus spectaculaires. Imaginez l'échelle d'une mégastructure extraterrestre visible à près de 1500 années-lumière. Il s'agirait nécessairement de quelque chose de véritablement cyclopéen, l'œuvre d'une civilisation capable de maîtriser l'énergie de son étoile haute. Il en va de même pour les phénomènes naturels. Un essaim de comètes capable de bloquer 22% de la lumière d'une étoile devrait être d'une densité et d'une taille si monumentales qu'elles sont difficiles à concevoir.
Cela nous rappelle que l'espace opère selon des échelles de grandeur différentes de celles que nous connaissons sur Terre. D'un autre côté, cette immense distance est aussi source d'incertitude. Nous ne voyons l'étoile que comme un simple point lumineux. Nous ne pouvons distinguer aucun détail, ni apercevoir ce qui est en orbite autour d'elle. Toutes nos informations se réduisent à de minimes fluctuations de sa luminosité globale. C'est comme essayer de comprendre ce qui se passe dans une ville lointaine, la nuit, en se contentant d'observer le scintillement de ses lumières. Nous pouvons élaborer des modèles et formuler des hypothèses, mais nous serons toujours entravés par le manque cruel de données. Il est probable que nous n'obtiendrons le fin mot de l'histoire qu'avec l'arrivée de télescopes de nouvelle génération, capables de créer des images directes des disques circumstellaires ou d'analyser la lumière avec une précision encore inimaginable aujourd'hui. D'ici là, l'étoile de Tabi restera pour nous un mirage magnifique et lointain, un symbole de l'immensité cosmique et des limites de notre propre connaissance. Revenons des profondeurs du cosmos sur Terre pour examiner l'impact culturel de cette histoire. L'étoile de Tabi a rapidement dépassé les pages des revues scientifiques pour devenir un véritable phénomène de la pop culture. Elle est devenue une source d'inspiration pour les auteurs de science-fiction, les artistes, les musiciens et les développeurs de jeux vidéo. Des dizaines de nouvelles et de romans mettent en scène cette étoile énigmatique. Dans certains récits, elle est bel et bien le foyer d'une ancienne civilisation bâtisseuse de sphères de Dyson. Dans d'autres, elle sert de cadre à une catastrophe cosmique ou de portail vers une autre dimension. L'étoile de Tabi est devenue une toile de fond pratique et immédiatement reconnaissable pour donner corps aux idées de science-fiction les plus audacieuses, car son histoire réelle est en soi digne d'un scénario de fiction. Dans les arts visuels, des peintures et des œuvres numériques ont émergé, tentant de visualiser ce qui pourrait bien se cacher autour de l'étoile de Tabi. Les artistes ont dépeint des essaims de comètes gigantesques, semblables à des serpents cosmiques, des planètes en désintégration, et bien sûr, des mégastructures extraterrestres majestueuses, étincelantes de lumière sur fond stellaire. Ces images ont aidé un grand nombre de personnes à mieux se représenter l'ampleur et la beauté de ce phénomène. Même la musique a trouvé un écho dans cette histoire. Certains musiciens électroniques et artistes, ambiants, ont composé des morceaux inspirés par le mystérieux clignotement de l'étoile, cherchant à traduire en son le sentiment d'énigme et de solitude cosmique. Cette popularité a cependant un revers. L'espace médiatique a vu fleurir de nombreuses spéculations, des informations non vérifiées et des théories carrément pseudo-scientifiques. L'image de « l'étoile des extraterrestres » s'est révélée si puissante qu'un grand nombre de personnes restent persuadées de l'existence déjà prouvée de la mégastructure, ignorant superbement tous les contre-arguments scientifiques. Cela montre à quel point il est crucial de savoir distinguer les faits scientifiques des hypothèses séduisantes mais sans preuve et souligne l'énorme responsabilité qui incombe aux scientifiques et aux journalistes spécialisés dans la diffusion correcte de l'information. Néanmoins, l'influence culturelle globale de l'étoile de Tabi peut être considérée comme positive. Elle a éveillé l'intérêt de millions de personnes pour l'astronomie, les poussant à s'interroger sur l'univers et notre place en son sein. Elle a démontré que le cosmos réel pouvait être tout aussi étonnant et mystérieux que celui que nous imaginons. Et c'est sans doute là sa contribution majeure à notre culture commune. Demandons-nous si nous n'aurions pas pu manquer quelque chose de similaire dans notre propre système solaire. Certes, un objet de la taille de celui qui orbite autour de l'étoile de Tabi, nous l'aurions repéré depuis longtemps. Mais l'histoire de l'astronomie regorge d'exemples où nous n'avons pas vu l'évidence, des choses qui étaient pourtant juste sous notre nez. Prenez par exemple la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle n'a été découverte qu'au début du XIXe siècle. Avant cela,
personne ne soupçonnait l'existence de ces millions de rochers en orbite autour du Soleil. Quant au nuage d'Oort, cet hypothétique réservoir de comètes situé aux confins du système solaire, il n'a toujours pas été observé directement. Nous ne connaissons son existence que par des indices indirects, l'orbite des comètes à longue période. Peut-être y a-t-il également dans notre système quelque chose que nous n'arrivons pas encore à voir. La planète 9 hypothétique, par exemple, ou planète X. Certaines anomalies dans les orbites des objets transneptuniens suggèrent qu'une planète de la taille de Neptune pourrait se cacher bien au-delà de Pluton. Les recherches d'une telle planète sont menées depuis des années, mais pour l'instant sans succès. Si elle existe, son influence gravitationnelle sur les comètes du nuage d'Oort pourrait, dans le passé ou le futur, provoquer des averses de comètes, similaires à celles que l'on suppose être à l'œuvre autour de l'étoile de Tabi. L'histoire de l'étoile de Tabi nous invite à prêter plus d'attention aux anomalies. Les découvertes les plus importantes ne résident pas toujours dans la confirmation de théories existantes, mais dans les données qui les contredisent. C'est ce que l'on appelle les anomalies qui précèdent un changement de paradigme. Lorsque les astronomes du XIXe siècle ont remarqué que l'orbite d'Uranus déviait légèrement des prévisions, ils n'ont pas rejeté ces données comme une simple erreur. Ils ont au contraire supposé qu'une autre planète se trouvait au-delà d'Uranus, et ils ont calculé sa position. C'est ainsi que Neptune fut découverte. L'étoile de Tabi est une anomalie similaire, mais à une échelle beaucoup plus vaste. Elle ne correspond pas à nos connaissances actuelles sur l'évolution stellaire et la dynamique des systèmes planétaires. Et c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que nos connaissances sont incomplètes, qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il est possible que le mystère de l'étoile de Tabi mène à la découverte d'une nouvelle loi physique ou d'un nouveau type d'objet astronomique. Et cette découverte, à son tour, nous aidera à mieux comprendre notre propre système solaire et les milliards d'autres systèmes dans notre galaxie. Quand on parle de l'étoile de Tabi, on emploie souvent le terme « unique ». Mais l'est-elle vraiment ? Statistiquement, la Voie lactée, compte des centaines de milliards d'étoiles. Même si le phénomène que nous observons n'affecte qu'une étoile sur 1 million, voire sur 1 milliard, notre galaxie devrait contenir des milliers, voire des centaines de milliers d'objets similaires. Pourquoi n'en avons-nous trouvé qu'un seul ? La réponse pourrait être simplement que nous avons mal cherché. Le télescope Kepler n'a observé qu'une infime parcelle du ciel, environ un 400e de toute la sphère céleste. Son champ de vision couvrait environ 150 000 étoiles. Y dénicher un seul objet aussi étrange est déjà un coup de chance. Si nous pouvions effectuer un suivi aussi détaillé et prolongé de toutes les étoiles du ciel, nous trouverions probablement une multitude de sœurs de l'étoile de Tabi. Une autre explication pourrait résider dans le facteur temporel. Peut-être que la phase que traverse l'étoile de Tabi est extrêmement brève à l'échelle astronomique. Imaginons qu'elle ne dure que quelques milliers d'années. Une étoile existe pendant des milliards d'années, et la surprendre précisément durant cette période courte mais agitée est une grande rareté. Si tel est le cas, de nombreuses étoiles similaires pourraient exister dans la galaxie à tout moment, mais elles s'allument et s'éteignent à des moments différents. Nous avons juste eu la chance d'en observer une en phase active. C'est un peu comme observer un champ de lucioles la nuit. Seule une petite partie d'entre elles brille à un instant donné, même si leur nombre total est immense. Cette considération est pleine d'espoir. Avec le lancement des missions actuelles et futures d'études du ciel, telles que le satellite TESS ou l'observatoire Vera C, Rubin déjà mentionné, nous augmentons considérablement nos chances de détecter des objets semblables. Ces projets surveilleront des millions d'étoiles sur l'ensemble du ciel, et si nous trouvons ne serait-ce que quelques dizaines de ces étoiles clignotantes, nous pourrons les étudier comme une classe d'objets à part entière.
Nous pourrons comparer leurs propriétés, âge, masse, présence de compagnons, type d'occultation. Alors, peut-être, l'image globale commencera-t-elle à s'éclaircir. Nous comprendrons ce qui est commun à toutes et ce qui est une caractéristique unique à chacune. La mystérieuse étoile de Tabi cessera alors d'être l'énigme d'un seul objet pour devenir la clé de la compréhension d'une nouvelle classe de phénomènes dans l'univers. Revenons à la toute première hypothèse, celle publiée par l'équipe de Tabeta Boyajian, l'hypothèse de l'essaim de comètes. Malgré toutes ces difficultés, elle reste à ce jour l'une des explications les plus solides. Essayons d'imaginer comment elle pourrait fonctionner à la lumière des nouvelles données. Nous avons donc l'étoile de Tabi et son compagnon lointain, une naine rouge. Imaginons que l'orbite de ce compagnon soit extrêmement excentrique. Une fois toutes les quelques dizaines de milliers d'années, il passe très près du nuage d'ourte de l'étoile. Sa perturbation gravitationnelle arrache alors des millions de comètes de leur orbite et les dirige vers la partie interne du système. Elles ne voyagent pas ensemble, mais forment un long flux étiré. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est le passage de la partie centrale, la plus dense, de ce flux. Cela expliquerait pourquoi le phénomène se produit précisément à cet instant de l'histoire stellaire. Les différents groupes de comètes au sein de ce flux peuvent suivre des trajectoires légèrement distinctes, ce qui expliquerait les saisons d'assombrissement. Lorsqu'un conglomérat particulièrement dense, composé de nombreuses grandes comètes, passe devant l'étoile, nous observons une chute profonde de luminosité. En revanche, lorsque nous regardons à travers la partie la plus clairsemée du flux, composée de fines poussières issues de la sublimation de la glace, les atténuations sont plus faibles. La présence de particules de taille différente, la poussière grise et la poussière rouge, s'inscrit parfaitement dans ce scénario. Les fragments de comètes intacts et volumineux provoquent ensuite l'assombrissement gris, tandis que les nuages de poussière fine, soufflés de leur surface par le vent stellaire, provoquent l'assombrissement rouge. Et qu'en est-il du déclin séculaire? C'est le point le plus délicat. Il est possible que la partie avant de ce flux cométaire gigantesque ait déjà traversé le système et se soit dispersée, formant un nuage de poussière extrêmement diffus, mais gigantesque, qui entoure désormais lentement l'étoile. Et nous, ainsi que l'étoile, entrons progressivement dans ce nuage, ce qui crée cet effet de chute lente et graduelle de la luminosité. Ce modèle est complexe, il exige de nombreuses coïncidences et des ajustements précis. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres, il est capable d'expliquer, du moins qualitativement, presque tous les faits observés en n'utilisant que des lois physiques connues. Il n'a besoin ni d'extraterrestres, ni d'une nouvelle physique. Il exige seulement de reconnaître que, parfois, l'espace est le théâtre d'événements très rares, d'une très grande ampleur et extrêmement chaotiques. Et nous avons peut-être la chance d'en être les témoins. L'histoire de l'étoile de Tabi soulève une question philosophique fascinante. Qu'est-ce que nous cherchons réellement lorsque nous scrutons le cosmos? Cherchons-nous la simple confirmation de nos théories? Tentons-nous de trouver des mondes nouveaux, des reflets d'une autre? Ou bien sommes-nous à la recherche de quelque chose de radicalement différent, capable de bousculer notre compréhension et de nous forcer à remettre en question tout notre savoir? L'étoile de Tabi appartient sans conteste à cette dernière catégorie. Elle est le signe noir de l'astronomie. Ce terme, popularisé par le philosophe Nassim Taleb, désigne un événement qui est à la fois imprévu, porteur de conséquences considérables, et que les humains s'efforcent, après coup, de rendre prévisible par des explications a posteriori. La découverte de l'étoile de Tabi fut absolument inattendue. Personne n'avait anticipé l'existence de tels objets. Ses répercussions scientifiques sont majeures. Elle a engendré des dizaines de nouvelles recherches, obligé les chercheurs à revoir leurs méthodes de détection des anomalies, et a même ouvert une nouvelle voie dans le cadre du programme SETI.
Nous en sommes, à présent, à la troisième étape. Nous nous efforçons de lui trouver une explication rationnelle pour l'intégrer de force dans notre vision du monde. De tels signes noirs sont les véritables moteurs du progrès scientifique. Ils empêchent peu la science de s'enliser dans les dogmes. Ils nous rappellent que l'univers est infiniment plus riche, plus complexe et plus étonnant que nos modèles les plus audacieux. Copernic, Galilée, Newton, Einstein, tous ont, en leur temps, été confrontés à des anomalies qui ne cadraient pas avec la vision du monde établi. Leurs tentatives pour les expliquer ont invariablement mené à des révolutions scientifiques. Nous ignorons si l'énigme de l'étoile de Tabi provoquera une nouvelle révolution en astrophysique. Peut-être que son explication sera plus prosaïque. Mais le processus de recherche lui-même, cette nécessité de penser hors des sentiers battus, de dépasser les modèles habituels, représente déjà une expérience inestimable pour la communauté scientifique. Cette étoile nous enseigne l'humilité face à l'immensité du cosmos. Elle prouve qu'après des siècles d'observations astronomiques, nous pouvons encore être confrontés à une impasse totale. Et cela, c'est une excellente nouvelle. Car tant qu'il y aura des mystères dans l'univers, l'humanité conservera son moteur de connaissance, son élan pour avancer et s'élever vers les étoiles. L'étoile de Tabi n'est pas un simple objet, c'est un défi que nous lance l'univers. Et la manière dont nous y répondons en dit long sur nous-mêmes. Voilà. Notre long voyage vers l'étoile la plus énigmatique de l'univers connu touche à sa fin. Nous avons commencé avec un graphique simple, mais étrange, repéré par l'œil aiguisé de passionnés. Nous avons ensuite exploré l'hypothèse fascinante d'une mégastructure extraterrestre, celle qui nous a fait croire au miracle, ne serait-ce qu'un instant. Nous avons pesé et rejeté les théories naturelles les unes après les autres, des disques protoplanétaires aux collisions planétaires. Nous nous sommes immergés dans le chaos d'un essaim de comètes géantes et avons erré dans les nuages de poussière interstellaire. Chaque nouvelle observation ne faisait qu'épaissir le mystère, ajoutant aux baisses de luminosité rapide une lente extinction séculaire. Aujourd'hui, le coupable le plus probable semble être la poussière, peut-être d'origine cométaire, qui orbite selon une trajectoire très inhabituelle. Mais ce n'est que la plus crédible de toutes les hypothèses, et elle n'est toujours pas prouvée. Aucune d'entre elles ne peut expliquer avec certitude la totalité des étrangetés de cette étoile, et c'est là que réside sa plus grande valeur. L'étoile de Tabi est l'énigme scientifique parfaite. Elle reste irrésolue, forçant les scientifiques à inventer de nouvelles méthodes d'observation, à repenser les vieilles théories et, plus important encore, à continuer d'observer le ciel avec émerveillement et curiosité. Elle nous a prouvé que l'univers est toujours plein de surprises et que les découvertes les plus incroyables peuvent nous attendre là où nous nous y attendons le moins. Merci d'avoir passé ce moment avec moi à réfléchir à cette énigme cosmique. J'espère que cet exposé vous aidera à plonger dans un sommeil calme et profond, peuplé de rêves de mondes lointains. Mais avant de vous endormir, je voudrais vous poser une question. Selon vous, que se cache-t-il réellement autour de l'étoile de Tabi? Une mégastructure extraterrestre, un gigantesque nuage de poussière, ou quelque chose que nous ne pouvons même pas encore concevoir? Laissez votre théorie la plus audacieuse dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si ce voyage vous a plu. Bonne nuit.